Chères étudiantes, chers étudiants du module économie du savoir du master en marché et entreprise, je suis ravie de faire la séance avec vous pour discuter de, du rapport du HCP sur les prospectives du Maroc 2030, éléments pour le renforcement de l'insertion du Maroc dans l'économie de la connaissance. Alors au niveau de ce module, il est conçu pour développer les compétences rédactionnelles, les compétences d'analyse critique et de lecture des étudiants. Et c'est la raison pour laquelle on a constitué deux groupes d'étudiants, un groupe des étudiants présentateurs qui vont présenter le rapport, les parties du rapport. Donc, la présentation se fera en 3 temps, en 3 parties. Et puis, suite à chaque présentation, suite à chaque partie présentée, elle sera suivie par une discussion qui sera menée par le groupe des discutants. Son objectif, c'est de compléter ce qui a été présenté et de critiquer et d'analyser éventuellement la présentation du groupe des présentateurs afin que justement les étudiants puissent aiguiser leur analyse critique et renforcer davantage justement cette compétence. Alors sans plus tarder, on va commencer par présenter la première partie de ce rapport fort intéressant qui s'intitule Économie du savoir au Maroc, état des lieux et éléments de rétrospective. Alors, je vais donner la parole au groupe des présentateurs et on va commencer mademoiselle Hiba Ait Ouzlmed qui va nous présenter le premier point. À la parole, mademoiselle. Merci, madame. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Hiba Ait Ouzelmad. Je fais partie du groupe des présentateurs pour le 5e thème de notre cours intitulé Indicateurs de l'économie du savoir au Maroc. Maintenant, je vais vous présenter le plan général pour que vous soyez au courant de l'enchaînement de notre présentation. Donc, nous sommes un groupe de 11 personnes. On s'est divisé en 3 sous-groupes. Le premier groupe composé de Ali, Yousra, Samih, Bilal et moi. Nous parlerons du premier point, économie du savoir au Maroc, état des lieux et éléments de rétrospective. Nous allons enchaîner avec Selma et Uthman, le deuxième point qui est sous forme d'une question. Pourquoi le renforcement de l'insertion du Maroc dans l'économie de la connaissance? Et finalement, Ziad, Hafsa, Aya El Ghzel, ils vont montrer les éléments de perspective pour l'adoption de l'économie de la connaissance. Très bien. Donc, je vais commencer notre présentation avec ce slide introductif et qui va montrer les objectifs du rapport. Donc, cette partie, nous allons analyser la situation du Maroc en matière d'économie de la connaissance. L'objectif est de mettre en évidence 3 éléments principaux, les projets ou bien les progrès récents réalisés par le Maroc, les freins structurels qui limitent cette évolution, ainsi que les leviers possibles pour accélérer la transformation. Pour cela, l'analyse repose sur 2 types d'indicateurs. D'une part, les indicateurs économiques classiques comme le PIB, le chômage et la pauvreté.
et d'autre part, les indices liés à savoir comme l'indice de l'économie de la connaissance, Knowledge Economy Index, et l'indice de réalisation technologique, Technology Achievement Index, qui permettent de mesurer la capacité du pays à produire, diffuser et exploiter la connaissance. Donc, on peut constater déjà certains progrès, notamment l'amélioration de l'accès aux technologies de la formation et de la communication avec une hausse importante de l'usage des téléphones mobiles et d'Internet. Et malgré ces avancées, plusieurs limites persistent, comme la faible capacité d'innovation, le nombre limité de brevets, ainsi que les inégalités régionales et le manque de formation scientifique de haut niveau. Donc, l'idée principale ici est que le savoir est aujourd'hui un levier essentiel de développement et de compétitivité et que le Maroc doit aligner ses politiques publiques, ses investissements en recherche et ses réformes éducatives pour transformer ce potentiel en croissance réelle. Donc, pour analyser les limites de ces indicateurs classiques, je peux vous dire que traditionnellement, le développement économique d'un pays est mesuré à travers des indicateurs comme le PIB, le taux de chômage et le niveau de pauvreté. Mais ces indicateurs présentent des limites importantes, surtout dans le contexte de l'économie de la connaissance. Par exemple, le PIB ne permet pas de savoir si la croissance provient de l'innovation ou simplement de l'exploitation des ressources. Il ne reflète ni la qualité de la vie ni la durabilité. Le taux de change, quant à lui, ne prend pas en compte le sous-emploi et le fait que certaines compétences ne sont pas utilisées correctement. Et enfin, les indicateurs de pauvreté se limitent souvent aux revenus sans tenir compte de l'accès aux services essentiels ou aux opportunités liées au savoir. Donc, le cas du Maroc, cela signifie que même si certains indicateurs macroéconomiques s'améliorent, ils ne reflètent pas réellement les défis liés à la transition vers une économie basée sur la connaissance. Donc, en analysant les indicateurs sociaux et éducatifs, on constate que le Maroc présente encore un certain retard. Malgré une croissance du PIB, le taux d'analphabétisme reste élevé dans certaines catégories de la population, ce qui limite l'accès au savoir. Cela signifie que le capital humain n'est pas suffisamment développé pour soutenir une économie basée sur l'innovation. Par exemple, on peut avoir une croissance économique, mais si une partie importante de la population ne sait pas lire ou écrire, elle ne peut pas participer pleinement à cette économie. Donc, la conséquence directe est une limitation des gains de productivité et une stagnation de la compétitivité, surtout dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Donc ici, on comprend que le problème n'est pas seulement économique, mais aussi éducatif et social. Donc face aux limites des indicateurs classiques, le rapport met l'accent sur l'importance du savoir dans le développement moderne. Aujourd'hui, la croissance économique dépend de la capacité d'un pays à produire, diffuser et utiliser le savoir. Le savoir permet d'augmenter la productivité, de stimuler l'innovation et de créer des secteurs à forte valeur ajoutée. Donc, pour mesurer cela, deux indices sont utilisés. Le premier est le Knowledge Economy Index, qui évalue l'intégration d'un pays dans l'économie de la croissance à travers 4 dimensions: les institutions, l'éducation, l'innovation et les technologies de l'information et de la communication. Le second est le Technology Achievement Index, qui mesure la capacité technologique, c'est-à-dire la capacité à créer, diffuser et utiliser les technologies.
Et je peux vous donner un exemple très important qui est celui de la Corée du Sud, qui a réussi à se développer rapidement grâce à des investissements massifs dans l'éducation et la technologie. Cela montre que le savoir est aujourd'hui un facteur déterminant du développement. Concernant les performances du Maroc, on observe une amélioration progressive de certains indicateurs liés à l'économie de la connaissance. Par exemple, il y a eu une augmentation importante de l'accès aux TIC, notamment à Internet et à la téléphonie mobile. Cependant, cette progression reste incomplète. Donc, des domaines comme l'éducation de qualité, la recherche scientifique et l'innovation ne progressent pas au même rythme. On constate aussi que l'activité scientifique augmente légèrement avec plus de publications, mais le nombre de brevets et de projets technologiques reste limité. Donc, la croissance est déséquilibrée. Il y a des progrès dans l'infrastructure numérique, mais des lacunes importantes dans la formation scientifique et l'innovation. Donc, malgré ces progrès observés, le Maroc représente encore plusieurs limites importantes dans l'économie de la connaissance. Tout d'abord, le niveau d'innovation reste faible, avec un nombre très limité de brevets et d'entreprises technologiques innovantes. Ensuite, le pays dépend fortement des technologies importées, ce qui montre qu'il est plus consommateur que producteur de technologies. Et de plus, on trouve que le système éducatif reste insuffisant, orienté vers les compétences scientifiques et technologiques, ce qui crée un manque de capital humain qualifié. Et finalement, on peut dire que le financement de la recherche et développement reste limité, ce qui freine la productivité et l'innovation. Donc, pour améliorer la compétitivité, le Maroc doit investir davantage dans la recherche et renforcer la formation scientifique et même développer des partenariats entre universités et entreprises. C'est seulement à travers ces réformes structurelles que le pays pourra réussir sa transition vers une véritable économie de la connaissance. Et maintenant, je vous laisse avec Yousra pour expliquer les diapositives suivantes. Merci Hiba, bonjour à toutes et à tous. Je suis Yousra Wali, je fais partie du groupe des présentateurs. Donc, je vais continuer par l'indice TAI ou Technology Achievement Index, qui est un indicateur qui mesure la capacité d'un pays à créer, diffuser, utiliser les technologies. Donc, il prend en compte plusieurs éléments comme l'innovation, l'accès aux technologies et le niveau de compétences humaines. Donc, selon cet indice, le Maroc est classé parmi les adopteurs dynamiques. Cela signifie qu'il utilise les technologies, mais qu'il reste limité dans leur production. Donc, son score se situe entre 0,18 et 0,30, ce qui le place dans une position intermédiaire, loin des pays leaders. Donc, concrètement, cela veut dire que le Maroc a fait des progrès dans l'accès aux technologies, notamment dans la diffusion des téléphones mobiles et d'Internet. Donc, par exemple, une grande partie de la population utilise aujourd'hui Internet et les smartphones. Donc, cependant, ces technologies sont majoritairement importées. Par exemple, les smartphones, les systèmes d'exploitation ou les grandes plateformes numériques ne sont pas des produits localement. Cela montre que le Maroc reste dépendant de l'étranger pour la technologie, ce qui limite sa capacité d'innovation et de compétitivité. Donc, après avoir analysé la position du Maroc en matière de technologie, il est important de comprendre les facteurs qui expliquent ces situations, notamment le rôle du système éducatif. Donc, le système éducatif est un pilier fondamental de l'économie de savoir, car il permet de former le capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et compétences de la population.
Au Maroc, des progrès ont été réalisés, notamment avec l'augmentation du taux de scolarisation dans l'enseignement primaire. Cela signifie que plus d'enfants ont accès à l'école qu'auparavant, mais cependant, plusieurs limites persistent. On observe un taux d'abandon scolaire encore élevé, surtout dans les zones rurales, ainsi qu'un accès limité à l'enseignement secondaire et supérieur. Par exemple, une seule partie des élèves atteint le niveau universitaire. Cela signifie que beaucoup de jeunes quittent le système éducatif sans acquérir de compétences suffisantes, notamment dans les domaines scientifiques et techniques. Donc, cette situation limite la capacité du pays à former une main-d'œuvre qualifiée et soutenir l'innovation. Donc, ainsi, au-delà de l'accès à l'éducation, il est essentiel de s'intéresser à l'orientation des étudiants et au développement de la recherche scientifique. Donc, l'orientation des étudiants joue un rôle essentiel dans le développement technologique. Au Maroc, on observe une baisse importante du nombre des étudiants dans les filières scientifiques et techniques. Ce taux est passé d'environ 30% à seulement 17%, ce qui constitue une diminution significative. Donc, cela pose un problème car ces filières sont nécessaires pour former des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens. Et dans la réalité, beaucoup d'étudiants s'orientent vers les filières comme le droit ou les sciences économiques, ce qui crée un déséquilibre dans le marché du travail. Donc, par ailleurs, la recherche et développement restent limités. Et la recherche et développement correspond à l'ensemble des activités visant à produire de nouvelles connaissances et les transformer en innovation. Au Maroc, les dépenses en recherche et développement sont faibles, environ 0,2% du PIB, ce qui est largement inférieur aux pays développés. De plus, il existe un manque de collaboration entre les universités et les entreprises. Par exemple, les recherches réalisées dans les universités ne sont pas toujours exploitées pour créer des produits ou des technologies. Donc, cela limite l'impact économique de la recherche. Et ces éléments montrent qu'il existe un déséquilibre dans les composantes de l'économie de savoir, ce qui nous amène à faire une synthèse globale. Donc, l'économie de savoir repose principalement de trois piliers fondamentaux. C'est l'éducation, la recherche et la technologie. Ces trois éléments sont indépendants, ce qui signifie qu'ils fonctionnent ensemble et se renforcent mutuellement. Par exemple, sans une bonne éducation, il est difficile de former des chercheurs compétents. Et sans chercheurs, la recherche reste faible. Et sans recherche, il n'y a pas d'innovation technologique. Et dans le cas de Maroc, ces trois piliers présentent des insuffisances et le système éducatif ne forme pas suffisamment de compétences avancées. Donc la recherche reste peu développée et la production technologique est limitée. Cela explique pourquoi le pays reste principalement un utilisateur de technologies plutôt qu'un créateur. Donc, après avoir identifié ces faiblesses, il est important d'analyser le fonctionnement global du système, ce qui regroupe ces éléments, à savoir le système national d'innovation. Donc, le système national d'innovation désigne l'ensemble des institutions et des acteurs des relations qui participent à la production et la diffusion de l'innovation dans un pays. Il inclut notamment les universités, les entreprises et l'État. Et au Maroc, le diagnostic du CNI montre plusieurs dysfonctionnements. Le principal problème est le manque de coordination entre ces acteurs. Les universités produisent des connaissances, mais celles-ci ne sont pas suffisamment exploitées par les entreprises. Donc, par exemple, un projet de recherche réalisé dans une université peut rester théorique, faute de partenariat avec une entreprise capable de le transformer en produit. De plus, les investissements en recherche et développement restent faibles, notamment du côté du secteur privé. Les entreprises marocaines participent peu
au financement de l'innovation, ce qui limite le développement technologique. Et on observe également des obstacles administratifs comme la complexité des procédures qui peuvent ralentir la création d'entreprises innovantes. Ainsi, même si les éléments du système existent, leur fonctionnement reste inefficace. Donc, le problème ne vient pas seulement d'un manque de ressources, mais surtout d'un manque de coordination et d'efficacité du système dans son ensemble. Et je vous laisse avec Samir pour le reste et merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Samir, je suis membre du groupe présentateur. Euh, Aujourd'hui, je présentais une révolution technologique sans précédent. Si l'innovation scientifique cherche encore ses marques, les secteurs TSC ou bien technologie de l'information et de la communication a lui connu une mutation fulgurante entre 1994 et 2004. Le tournant majeur fut la fin du monopole de l'ordinateur historique en 1999 avec l'introduction d'une seconde licence mobile. Les chiffres sont vertigineux. Nous sommes passés de 1000 souscripteurs en 1995 à plus de 9 millions en 2004. Cette explosion a radicalement modifié le paysage des communications au point que le téléphone mobile a supplanté le fixe dont les lignes ont commencé à perdre du terrain dès l'an 2000. Sur le plan d'Internet, le bon est tout aussi impressionnant. Le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 3500, atteignant 3,5 millions d'usages en 2004. Cette réussite repose sur une infrastructure mixte, l'augmentation du parc de, de multiplier par 7 en 10 ans et le rôle social crucial des cybercafés qui ont démocratisé l'accès au savoir numérique. Abordons maintenant la dimension culturelle, pilier souvent sous-estimé de l'économie de la connaissance dans le monde arabe et le Maroc n'y échappe pas. La recherche souffre d'un budget de recherche et développement dérisoire, ne dépassant pas 0,2% du PIB. Nous, industries créatives, livres, musique, films, sont en situation de fragilité. La production du livre dans la région ne représente que 1,1% de la production mondiale. Au Maroc, le constat de Harabi 2003 est clair. Le manque de capital, l'insuffisance de soutien public est une application très faible des droits de propriété intellectuelle freine ces secteurs. Pourtant, une voie de succès se dessine à travers l'économie de l'événementiel, l'émergence de festivals à vocation mondiale.
comme le FIFM de Marrakech, le Festival international du film Marrakech, ou le festival Gnawa des Souera, prouve que la culture peut devenir un levier de croissance via un tourisme de niche spécifique. Pour conclure, en analysant la dynamique de création d'entreprises en 10 ans, le nombre de créations de personnes morales a doublé, atteignant 11 712 en 2004. Cependant, cette vitalité révèle une fracture territoriale préoccupante. L'activité est massivement concentrée sur l'axe Casablanca qui enregistre 246 créations par an, suivi par Tanger, Tétouan, à l'opposé des régions comme Gulmim et Smara ou Taza, El Hossima, Stagnan, avec seulement 4 créations annuelles. Le document souligne deux faiblesses majeures à corriger le manque d'entreprises réellement innovantes et cette régionalisation excessive de la création d'entreprises. Pour que l'économie de la connaissance soit un succès national, elle doit impérativement irriguer l'ensemble de territoires et ne plus se limiter à quelques pôles privilégiés. Et merci, et je me donne la parole à ma collègue Ali. Merci Samih. Alors, bonjour chers collègues, chers professeurs. Je suis Nasser Ali, je fais partie du groupe des présentateurs. Alors, oui. D'accord, parce qu'on est déjà à 27 minutes de temps consommé. À vous la parole. Alors, merci madame. Après avoir le cadre général et les enjeux du développement, nous allons maintenant analyser le rôle central du savoir à travers les indicateurs socio-économiques et son impact sur la compétitivité. Pour comprendre le niveau de développement, il faut regarder à la fois la performance globale et les inégalités. D'abord, l'indice de développement humain permet d'avoir une vision générale. Il repose sur 3 éléments: la santé, l'éducation et le niveau de revenu. Ces 3 dimensions sont importantes parce qu'elles montrent la capacité des individus à vivre longtemps, à être formés et avoir un bon niveau de vie. Quand cet indice est moyen, cela veut dire que le pays avance, mais qu'il reste encore des limites, surtout dans la qualité de l'éducation et l'accès aux opportunités. Mais une moyenne ne suffit pas pour comprendre toute la réalité. C'est pour cela qu'on utilise aussi l'indice de pauvreté humaine, qui permet d'identifier les privations concrètes et met en évidence les difficultés d'accès à l'éducation, aux soins, aux ressources de base et les conditions de vie précaires. Cela permet de voir les inégalités à l'intérieur du pays. Le point le plus important, c'est que ces 2 indicateurs sont directement liés au niveau de connaissance. Une population plus éduquée a plus de chances d'accéder à un emploi, d'améliorer ses revenus et d'avoir de meilleures conditions de vie. Par exemple, lorsqu'on améliore la scolarisation, on réduit l'analphabétisme, ce qui permet aux individus de participer davantage à l'économie et d'améliorer leur situation sociale. Donc, le savoir ça agit à la fois sur l'amélioration globale du développement et sur la réduction des inégalités. La réduction des inégalités. Après avoir analysé le niveau de développement
humain et les inégalités, il est essentiel de comprendre quel est le facteur principal qui permet d'améliorer ces indicateurs. Et c'est justement le rôle du savoir dans l'économie moderne. Aujourd'hui, l'économie fonctionne de plus en plus grâce au savoir. Ce n'est plus seulement la production matérielle qui compte, mais la capacité de créer, utiliser et diffuser des connaissances. On peut comprendre cette économie à travers trois fonctions principales. D'abord, la production du savoir qui correspond à la recherche scientifique, à l'innovation et à la création de nouvelles idées. Ensuite, la diffusion du savoir qui passe par l'éducation, la formation et surtout les technologies de l'information. Enfin, l'utilisation du savoir qui consiste à appliquer ces connaissances dans les entreprises pour améliorer la production et créer de la valeur. Deux éléments sont essentiels ici. Le premier, c'est le capital humain, c'est-à-dire les compétences et les qualifications et les capacités des individus. Le deuxième, ce sont les technologies de l'information et la communication qui permettent d'accéder rapidement au savoir et de partager et de le partager à grande échelle. Cette combinaison permet d'améliorer la productivité parce que les entreprises travaillent plus efficacement, mais aussi de créer des emplois plus qualifiés. Elles permettent également de réduire le chômage structurel car les compétences deviennent mieux adaptées aux besoins du marché. Pour bien comprendre, une entreprise qui utilise des outils numériques peut automatiser certaines tâches, analyser des données et prendre de meilleures décisions qui améliorent sa performance globale. Donc, le savoir devient le moteur principal de la connaissance et de la transformation économique. Une fois que le savoir est produit et utilisé dans l'économie, il ne reste pas théorique. Il se transforme concrètement en activité économique, notamment à travers l'innovation, la création d'entreprises et l'attraction des investissements. Le dynamisme économique dépend fortement à la capacité à créer des entreprises et à innover. Et cette capacité est directement liée au niveau du savoir dans la société. Quand les individus sont bien formés, ils sont plus capables d'identifier des opportunités, de développer des projets et de lancer des entreprises. L'entrepreneuriat devient alors un indicateur du niveau de développement humain. Aussi, l'innovation joue un rôle central dans ce processus, surtout dans le secteur technologique. Elle permet de créer des produits et des services nouveaux qui répondent à des besoins spécifiques et qui ont souvent une forte valeur ajoutée. On observe aussi un cercle vertueux. Le savoir permet l'innovation. L'innovation favorise la création des entreprises et ces entreprises contribuent à la croissance économique, à la création d'emplois. À titre d'exemple, dans le domaine du numérique, des jeunes entrepreneurs peuvent créer des applications ou des plateformes en ligne, ce qui génère de nouvelles activités économiques. Cela montre que le savoir peut être transformé directement en richesse et en emploi. Pour renforcer ce dynamisme, il est essentiel d'améliorer la formation, de soutenir l'innovation et de créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Ce dynamisme économique interne ne reste pas limité au niveau national. Il influence directement la capacité du pays à se positionner à l'international, et à renforcer sa compétitivité. Dans un contexte, la mondialisation, la compétitivité d'un pays dépend de sa capacité à produire efficacement, à innover et s'adapter aux changements technologiques. Aujourd'hui, cette compétitivité repose principalement sur le savoir. Les pays les plus performants sont ceux qui investissent dans l'éducation, la recherche et les technologies. Ils sont capables de produire des biens et services à forte valeur ajoutée et de se positionner sur les marchés internationaux. Lorsqu'un pays présente un retard dans ces domaines, elle reste concentrée sur des activités à faible valeur ajoutée, ce qui limite sa croissance et sa capacité à concurrencer les autres économies. La compétitivité dépend aussi de l'attractivité pour les investissements étrangers. Les entreprises internationales recherchent
des pays où il existe une main-d'œuvre qualifiée, les infrastructures modernes et un environnement favorable à l'innovation. Comme exemple, les pays qui développent les compétences en ingénierie et en technologie atterrent plus facilement des entreprises multinationales. Cela montre que le savoir est devenu un facteur déterminant pour s'intégrer dans l'économie mondiale. Donc, améliorer la compétitivité passe par le renforcement du capital humain, le développement de l'innovation et l'adaptation aux exigences de l'économie mondiale. Et merci, je passe la parole à mon collègue Bilal pour terminer. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous portez très bien. Je suis Bilal Moutchadi, je fais partie du groupe de présentateurs. On passe maintenant au rôle de l'industrie dans le développement économique. L'industrie est considérée comme un moteur principal de croissance. Elle permet d'augmenter la productivité, de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie. En d'autres termes, plus un pays développe son industrie, plus il renforce son économie et son bien-être social. Mais pour comprendre réellement la situation du Maroc, il faut analyser les indicateurs industriels. Les indicateurs montrent que le Maroc a connu une progression, mais cette progression reste lente. Par exemple, la valeur ajoutée industrielle par habitant a augmenté, ce qui est positif. Cependant, cette croissance reste insuffisante pour soutenir une économie basée sur le savoir. De plus, le niveau technologique reste limité, ce qui freine la compétitivité industrielle. Cela nous mène à une analyse globale de la performance du Maroc. L'analyse globale montre plusieurs limites importantes, un progrès industriel encore faible, un retard technologique et une compétitivité insuffisante. Même si des améliorations existent, elles restent modestes par rapport aux pays émergents. Donc, le Maroc doit accélérer ses réformes pour améliorer sa position internationale. Face à ces constats, il est important de revenir aux fondations de l'économie de savoir. L'économie de savoir repose sur trois piliers essentiels: l'éducation, la recherche et développement et les technologies. Cependant, au Maroc, plusieurs défis persistent: une faible culture de recherche, un manque de données fiables et une capacité limitée d'innovation. Ces limites empêchent une transformation rapide vers une économie basée sur le savoir. Tous ces éléments nous amènent à une conclusion stratégique importante. Pour conclure, la transformation vers une économie du savoir n'est plus un choix, mais une nécessité stratégique pour le Maroc. Pour réussir cette transition, il faut investir dans l'éducation, renforcer la recherche et développement et intégrer davantage les technologies. L'objectif est de créer une économie plus innovante, compétitive et durable. En résumé, le véritable défi pour le Maroc n'est pas seulement d'accéder au savoir, mais de transformer en richesse plutôt et en compétitivité. Et merci. Et à tout le groupe des présentateurs avoir présenté la première partie du rapport, état des et quelques éléments rétrospectifs relatifs à l'économie du savoir du Maroc. Alors, je ne vais pas donner mon retour là tout de suite pour ne pas influencer, comme d'habitude, le groupe des discutants. On va passer sans plus tarder justement à la discussion avec le groupe des discutants de Mademoiselle Amani, Selma, Nisrine et Myriam. Et avant de commencer justement à décortiquer et à analyser ce qui vient d'être avancé par vos camarades,
Je voudrais d'abord que vous me donniez votre appréciation, votre retour sur la présentation de vos camarades. Et faites le lien avec ce que j'avais demandé la dernière fois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Bonjour tout le monde, je suis Amani Berhili, je fais partie du groupe de discutants. Tout d'abord, au nom de tout le groupe, je tenais à vous remercier chaleureusement pour la qualité de votre présentation. On sent un véritable effort de synthèse sur un sujet aussi complexe et vital pour l'avenir de notre pays. Votre analyse sur la croissance est très intéressante car il nous oblige à sortir de la lecture simpliste des chiffres pour comprendre ce qui réellement crée de la valeur. Cependant, cela soulève une interrogation fondamentale sur la nature même de cette richesse. Mhm. Donc, euh, Concernant ce que Hiba vient d'expliquer, je peux dire qu'elle a raison de souligner que le PIB est un indicateur incomplet, mais poussant la réflexion, le problème du Maroc en 2006, n'est-ce pas que sa croissance est aveugle? On peut augmenter le PIB en extrayant plus de phosphate, mais cela ne signifie pas qu'on devient plus intelligent ou plus innovant. À votre avis, si le Maroc atteint 6% de croissance uniquement grâce à une bonne année agricole, peut-on vraiment dire qu'il progresse vers l'économie de la connaissance ou est-ce que le PIB nous donne ici une fausse impression de développement? Et pour les indices liés au savoir, je suis tout à fait d'accord avec Hiba que c'est une avancée majeure par rapport au PIB seul, mais attention à ne pas tomber dans le piège des chiffres globaux. Ces indices sont des constructions théoriques qui ne reflètent pas toujours la réalité complexe d'un pays en transition comme le nôtre. Pensez-vous qu'un seul chiffre puisse réellement capturer la complexité du capital humain marocain? Ne risque-t-on pas de simplifier à l'extrême des problèmes qui sont avant tout qualitatifs et non quantitatifs? Ensuite, à propos de l'indice de l'économie de la connaissance, le constat est souvent que le Maroc est bon en infrastructure, mais très faible en éducation. Faire la moyenne de ces deux scores, c'est comme mettre une main dans le four et l'autre dans la glace. En moyenne, on est bien, mais en réalité, on souffre. La question qui se pose ici, est-ce qu'améliorer nos autoroutes numériques a un sens si nous n'avons pas assez de cerveaux formés pour créer du contenu sur ces réseaux? Est-ce que cet indice ne masque pas un déséquilibre dangereux? Et pour le quatrième point, qui est l'indice de réalisation technologique, ce dernier est l'indice le plus trompeur. Il mesure l'adoption de la technologie. Par exemple, si une usine au Maroc achète une machine allemande ultra moderne, le score de cet indice augmente. Mais est-ce de l'innovation marocaine? Tout simplement, non, c'est de l'importation. L'indice de réalisation technologique mesure-t-il notre capacité à inventer ou simplement notre capacité à consommer la technologie des autres? Et pour 2030, l'objectif est-il vraiment d'être un bon utilisateur d'outils étrangers ou un créateur de solutions locales? Et maintenant, je passe la parole à Salma pour continuer la discussion. Merci. Ce que vous avez c'est très bien expliqué. Et justement, par rapport à ce premier point, parce que je pense que mademoiselle Selma, elle va traiter du deuxième point, n'est-ce pas?
Oui, madame. Parfait. Je voudrais d'abord qu'on reste sur ce premier point. Alors, la première remarque que je m'attendais de vous, en guise de critique de la présentation de vos camarades, et que j'ai demandé la dernière fois, c'est une actualisation des données du rapport. Alors, comme vous le savez, le rapport est très intéressant. Il a été publié en 2006, et en fait, les données sont des données de 2004, essentiellement. Et donc, il y a un rapport qui date de plus d'une vingtaine d'années. Très ancien, mais toujours d'actualité. Et ce que j'avais demandé la dernière fois, c'est d'essayer de mettre à jour les données. C'est très important pour le mettre au goût du jour, pour que nous puissions apporter un état des lieux, que nous puissions faire un état des lieux dans les règles de l'art. Nous puissions justement apprécier les données, que ce soit de l'économie matérielle ou de l'économie immatérielle. Alors justement, la présentation de Hiba, elle a commencé par adresser une critique aux instruments de mesure et d'appréciation de la réalité de l'économie en utilisant des outils traditionnels, à savoir le PIB, le chômage et la pauvreté. Et ils ont bien repris les indices, les chiffres du rapport. Et puis, ils nous ont présenté aussi les limites de ces outils qui ne sont pas adaptés pour capter, comme vous l'avez très bien dit, Anaïs, et ce qui est de l'ordre de l'intangible, de l'ordre de l'immatériel, à savoir justement la connaissance, essentiellement, qu'on retrouve dans tous les aspects économiques et qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est à l'origine du gros de la valeur ajoutée créée par l'économie matérielle. Donc, ces outils classiques, en l'occurrence le PIB, ce sont des outils qui ont été conçus pour apprécier des indicateurs matériels, physiques. Et en conséquence, ils ne sont plus adaptés pour mesurer l'intangible, pour mesurer les éléments constitutifs de l'économie de la connaissance. C'est ce qui fait que il y a une grande part de la réalité qui échappe à ces instruments. Maintenant, la critique que vous avez adressée également aux instruments de l'économie de la connaissance, aux instruments de mesure de l'économie de la connaissance, à savoir le Knowledge Economy Index ou encore le Technology Achievement Index, sont très intéressantes. Alors déjà, on est tout à fait d'accord, comme nous l'avons vu au niveau de l'ouvrage de Morin, que en fait, la réalité elle est tellement complexe et c'est un peu vraiment très difficile de l'apprécier par un seul instrument.
Et dans cette appréciation, il ne faudrait pas perdre d'esprit les limites de ces instruments pour que nous puissions apporter une interprétation qui prend en connaissance de cause des insuffisances. Parce que ça, c'est très important, sinon ça va être une interprétation aveugle, myope, comme vous l'avez très bien précisé, effectivement. Maintenant, est-ce que les moyens, ne faut pas confondre entre les moyens et la finalité. La technologie, l'infrastructure, ce sont des moyens pour servir une finalité. Et justement, il ne faudrait pas, comme vous l'avez très bien dit, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, que les indices qui mesurent la réalisation technologique ou technology achievement nous brouillent la vision et nous désorientent pour nous indiquer que c'est une production de la connaissance. Très important de faire la différence. Est-ce que on est dans une perspective de consommation de la connaissance, de consommation de technologie, ou on est dans une perspective de production de la connaissance? Mais globalement, comme nous l'avons déjà discuté, pour produire, on a besoin de consommer de la connaissance. Ça va sans dire. Mais tout compte fait, est-ce que la production l'emporte sur la consommation ou pas? Donc ça, c'est un point important à préciser. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à mademoiselle, Selma, pour discuter effectivement le deuxième point. Merci, madame. Bonjour à tous. Je m'appelle Selma Wabjan. Je suis partie des groupes de discutants. Donc, dans un contexte mondial où l'économie de la connaissance devient un moteur essentiel de développement, les pays doivent renforcer leurs capacités en éducation, en recherche, innovation. Donc, le Maroc a réalisé des avancées notables dans ces domaines. Mais il reste confronté à des défis majeurs tels que l'efficacité du système éducatif, la valorisation de la recherche, la promotion de l'innovation et la diversification de la création d'entreprises. Donc, comprendre ces forces et faiblesses permet d'identifier les leviers nécessaires pour consolider la compétitivité nationale et favoriser une intégration réussie dans l'économie mondiale. Donc, sur le plan éducatif, le pays a connu une nette amélioration des taux de scolarisation entre les années 1993 et en 2004, avec une attention particulière portée aux populations rurales et défavorisées. Toutefois, les taux restent faibles et secondaires et au supérieur, et les disciplines scientifiques ont enregistré une baisse significative au profit des filières juridiques et économiques, ce qui fragilise les capacités de recherche. Et concernant la recherche et le développement, le Maroc s'est distingué par une forte croissance des publications scientifiques dans les années 1990 et 2000, occupant une place de leader du Maghreb. Cependant, cette dynamique repose largement sur la coopération internationale et les chercheurs de la diaspora. Le nombre de brevets déposés par des résidents demeure limité et les exportations de haute technologie restent concentrées sur quelques secteurs comme la pharmacie, la télécommunication.
Et en matière d'innovation, le pays reste en dessous de la moyenne mondiale, freiné par des lourdeurs bureaucratiques et une faible collaboration entre universités et entreprises. Donc, et pour les technologies de l'information et de la communication, ils ont connu une véritable explosion, surtout avec la diffusion massive du téléphone mobile et l'essor d'Internet au début des années 2000. Donc, le nombre d'ordinateurs et d'utilisateurs d'Internet a fortement augmenté, mais le Maroc reste en retard par rapport aux standards internationaux. Et dans le domaine de la culture et de l'art, la production reste limitée, en particulier dans l'édition, la musique et le cinéma, freinée par le manque de capital et la faible protection des droits de l'auteur. Donc, et les festivals aussi culturels et artistiques comme en Suira, en Marrakech, ont contribué à dynamiser la scène culturelle et à générer des retombées économiques locales. Et les musées, encore peu nombreux, nécessitent un soutien accru pour valoriser le patrimoine national. Et Oui, madame. Alors, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues. D'abord, je suis Nisrine Raylan, je fais partie du groupe des discutants. Alors, je tiens tout d'abord à remercier notre professeur pour cette belle opportunité. Et je tiens à remercier également les groupes de présentateurs pour la clarté de leur exposé qui pose des bases essentielles. Cependant, en tant que discutant, il nous semble crucial d'apporter une lecture complémentaire pour ne pas tomber dans le piège des chiffres flatteurs. Alors, si on regarde l'indice de développement humain ou bien l'IDH, nous devons admettre qu'au-delà de la progression statistique, il subsiste des blocages profonds, notamment dans notre système éducatif, où les taux de perte ou bien de déperdition interrogent la qualité réelle de l'apprentissage. Alors, il ne suffit pas d'ouvrir des écoles, mais il faut que le savoir y soit transmis de manière efficace. Concernant le deuxième point qui est l'indice de pauvreté humaine, alors nous pensons qu'il est nécessaire de dépasser les mesures classiques pour intégrer les réalités de notre époque, comme la vulnérabilité climatique, qui signifie qu'on ne peut plus mesurer la pauvreté sans mesurer la vulnérabilité écologique. Comme l'exemple d'un foyer qui peut avoir l'accès à l'eau et à l'éducation, mais être situé dans une zone de stress hydrique extrême ou d'inondation récurrente. Alors, concernant l'IPH, il est jugé ici hors sol, car il ne capte pas le risque de tout perdre en un seul événement climatique, et on aussi l'exclusion numérique qui veut dire que la pauvreté humaine aujourd'hui réside dans l'absence d'accès à l'identité numérique, aux services administratifs en ligne et à l'intelligence artificielle. Alors, ceci souligne que l'IPH, en restant bloqué sur la lecture et l'écriture, ignore que l'analphabétisme numérique est devenu le principal vecteur d'exclusion sociale et économique. Alors, de plus, sur la question de la création d'entreprises, nous aimerions inviter les présentateurs à la prudence, car une multiplication de nombre de structures n'est pas forcément synonyme de dynamisme. Alors, si ces entreprises n'ont pas une forte valeur ajoutée ou une capacité d'innovation réelle, le savoir ne doit pas être vu ici comme une simple donnée que l'on injecte dans l'économie, mais comme une compétence que la société doit être capable d'absorber. Et enfin, bien que les comparaisons internationales soient utiles, elle oublie parfois nos spécificités nationales comme le défi de l'enclavement rural. Notre rôle d'aujourd'hui n'est pas seulement de valider des indices, mais de nous demander si ces outils mesurent vraiment le bien-être et le potentiel futur de chaque citoyen. Alors, pour illustrer ou bien mon point de vue de manière simple, on peut considérer le développement comme un jardin. Les indices qu'on présente comme le HDI ou le nombre d'entreprises revient à compter le nombre de graines que l'on sème ou la quantité d'eau que l'on verse.
Alors, c'est important, certes, mais si le sol est trop dur, c'est-à-dire qu'on a des problèmes structurels, ou si le climat change radicalement, c'est-à-dire des risques écologiques, ou bien si aussi les jardiniers n'ont pas appris des techniques modernes comme le manque du savoir-faire qualitatif, on aura beau verser des tonnes d'eau et s'aimer des milliers de graines, rien ne poussera vraiment. Car ce qui compte dans ce cas, ce n'est plus seulement la quantité d'eau, mais c'est la santé du sol et la compétence du jardinier. Et merci. Et des retombées de l'économie de la connaissance, en l'occurrence le nombre d'entreprises créées qui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, peut être dénué de signification si on ne le met pas dans son contexte. Il suffit pas juste d'observer des chiffres qui augmentent, mais encore faut-il s'interroger, ces entreprises, est-ce qu'ils contribuent à créer de la connaissance? Est-ce qu'ils contribuent à produire et à fabriquer des produits qui contiennent une grande valeur ajoutée en termes de connaissances, c'est-à-dire la part de l'immatériel, de la connaissance de ces produits et services l'importe sur le côté matériel ou pas. Et puis une répartition sectorielle est également importante pour pouvoir apporter plus de détails à cet effet. Et j'ai beaucoup apprécié l'exemple imagé que vous avez donné vers la fin, parce Oui, que madame. en fait, c'est important de ne pas être, de ne pas subir ce que dit effectivement Edgar Morin, la cécité de la connaissance et d'être pas victime de la dynamique et de la mécanique des chiffres qui augmentent et qui occultent une, une réalité importante. Donc, encore une fois, vous avez mis l'accent sur l'éducation et encore une fois, on se rend compte que le dynamo de l'économie, que ce soit industrielle ou l'économie de la connaissance, c'est effectivement l'éducation. Moi, je dirais, si j'ai à donner un exemple imagé, l'éducation, c'est les racines de l'arbre. Donc, quand les racines sont en bonne santé, que l'arbre entière, son tronc, ses branches et les fruits qu'elle va donner seront également de très très bonne qualité. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Si on n'investit pas dans l'infrastructure des écoles, pas dans les murs, mais vraiment dans la qualité de l'éducation, on a de fortes chances de développer un capital humain et des ressources humaines qui sont capables d'innover réellement. Et effectivement, cet indice de pauvreté, comme vous l'avez dit à juste titre, mérite d'être mis au goût du jour pour justement apprécier pas que l'alphabétisation ou au contraire l'analphabétisme, mais aussi l'analphabétisme numérique et notamment l'analphabétisme de l'intelligence artificielle actuelle.
ça, c'est vraiment un point effectivement très très important et, et, euh, et je vous félicite pour cette critique très pointue. Alors, sans plus Merci, madame. tarder, je vais passer à Myriam et je vais vous demander, Euh, Myriam, si vous permettez, d'aller droit au but sans reprendre ce qui a été dit, sans trop s'étaler. Hein. d'accord. À vous la Merci, madame. Merci, madame. Bonjour à tous. Je suis Mriem Touzani. Je suis membre du groupe discuteurs. Alors, je vais continuer. Dans un contexte mondial en constante mutation, le Maroc s'inscrit dans une dynamique de transformation économique visant à consolider sa croissance et à renforcer sa compétitivité. Alors, le Maroc dispose d'une main-d'œuvre importante, mais l'ancien modèle économique n'assure plus suffisamment la croissance ni la création d'emplois, ce qui a conduit à l'adoption d'un nouveau modèle fondé sur le commerce extérieur et l'investissement privé. Toutefois, ce modèle reste limité par plusieurs contraintes liées au climat d'investissement, aux politiques économiques et au niveau des compétences. Ainsi, malgré certains progrès, les investissements directs étrangers, les IDE, demeurent instables et le commerce extérieur est marqué par un déficit, révélant une compétitivité encore fragile qui nécessite des réformes approfondies. Par ailleurs, si la réduction des risques favorise les échanges commerciaux, la compétitivité reste limitée dans certains pays. Dans le Maroc, l'industrie constitue pourtant un moteur essentiel de la croissance et de réduction de la pauvreté. Mais les avancées restent faibles, notamment sur le plan technologique. Le plan technologique. Alors, dans ce contexte, l'économie de la connaissance apparaît comme un levier incontournable de développement car elle stimule la croissance grâce à l'éducation, la recherche et l'innovation. Cependant, le manque d'investissement dans ces domaines freine encore la performance du pays et accentue son retard par rapport aux économies plus avancées. Face à ces face à ces défis, le Maroc a engagé plusieurs réformes visant à améliorer le développement humain, économique et technologique. Ces efforts ont permis de réduire la pauvreté, d'améliorer l'accès à la santé et à l'éducation, de moderniser les infrastructures et de soutenir l'innovation. En parallèle, des mesures économiques ont été mises en place pour attirer les investissements, accompagner les entreprises et renforcer l'ouverture de l'économie. Enfin, malgré ses nombreux atouts, tels que sa position stratégique, sa main-d'œuvre qualifiée et son accès aux marchés internationaux, le Maroc doit encore surmonter des obstacles importants, notamment la lenteur administrative, la fiscalité et l'ampleur du secteur informel. Ainsi, pour améliorer durablement ses performances, en particulier en matière de développement humain, il est essentiel de poursuivre pour suivre les réformes et de renforcer davantage l'économie de la connaissance, considérée comme un levier clé pour le développement futur. Et merci. entreprise. De la connaissance. Vous savez que l'innovation se fait essentiellement à côté du prix et se fait essentiellement par l'innovation.
parce que l'innovation, c'est le garant de la qualité, c'est le gage des délais de livraison, et c'est le gage de l'amélioration continue, en tout cas de la qualité du produit. Donc en fait, l'innovation est un levier primordial de la compétitivité à l'échelle d'une entreprise et, et à l'échelle d'une nation. Et pour pouvoir innover, il faut produire de la connaissance, il faut produire des brevets comme nous l'avons vu la dernière fois. Et là, le rôle effectivement du partenariat entre entreprises et universités est extrêmement important, notamment pour la création des spin-offs, comme nous l'avons vu avant. Et ça, c'est ce qui permet de rendre, enfin, c'est ce qui permet à la société de profiter de la connaissance produite par l'université et de rendre ce savoir utile pour la société et donc permettre à l'université de rentabiliser socialement ces innovations pour pouvoir faire en profiter les citoyens de son pays, voire les citoyens du monde entier. Donc, et c'est là justement produire un savoir utile revêt effectivement tout son sens et à travers justement les piliers de l'économie de la connaissance, comme vous l'avez très bien précisé. Il ne suffit pas juste de produire de la connaissance au niveau des universités et des centres de recherche, mais encore faut-il la diffuser et en profiter par l'utilisation. C'est là où intervient justement le rôle de l'entrepreneuriat pour à la fois diffuser et surtout utiliser ce savoir utile pour en faire en profiter les innovateurs et les inventeurs également. Donc voilà, j'aurais souhaité, en tout cas au niveau des dissertations aussi, que vous mettez au goût du jour les chiffres du rapport pour permettre effectivement de positionner l'économie de la connaissance du Maroc et faire un véritable état des lieux. Mais sinon, un état des lieux qui date de plus d'une vingtaine d'années et perd tout son sens dans ce cas. D'accord, donc encore une fois, je vous invite au niveau des dissertations à utiliser, à chercher des statistiques récentes pour les indicateurs que vous avez évoqués. C'est vraiment important. Donc ainsi s'achève la première partie de notre discussion d'aujourd'hui.